Salut à tous, bienvenue dans ce 43e live sur Bubble où j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Repos pour parler de sa série Yojimbot dont le tome 2 vient de sortir chez Dargo. Bienvenue Sylvain, Salut! merci d'avoir accepté l'invitation et juste avant d'attaquer, je vous rappelle que c'est une interview interactive. Donc je vous invite à poser toutes vos questions dans les commentaires et notre invité pourra vous répondre. On va parler de cette série pendant 1 heure et de ce nouvel album ensemble et je vais en dire quelques mots pour le présenter avant de passer à vos questions et qui seront posées en priorité. Donc Nuit de rouille, c'est le deuxième acte de la série Yojin Bot publié cette année après un premier volume Silence métallique en 2021. Cette série se situe dans un futur lointain où la surface de la Terre est hostile aux êtres humains qui tentent de survivre, mais a permis aux robots de s'émanciper. Au Japon, dans un parc d'attractions, on a un robot samouraï qui sauve la vie d'un petit garçon et devient malgré lui et malgré ses protocoles son garde du corps, un Yojimbo robot qui sera au centre d'une petite troupe qui pourrait bien déterminer le sort de l'humanité. Dans cette version mécanique du Japon médiéval, on croisera pas mal d'autres robots, Ronin, Shinobi ou robots de maintenance, drones militaires ou même cyborgs. Et Hiro se retrouve à la tête de cette bande improvisée et le lecteur se rend compte qu'il est au cœur d'une machination qui le dépasse. Alors j'en dis pas plus et je passe à la première question. Sylvain, est-ce que tu peux nous raconter un peu la jeunesse du projet? C'est parti du fait que pour impressionner une fille, j'ai commencé à dessiner beaucoup de robots, les trucs que je savais le mieux le faire. Au fur et à mesure, j'en ai accumulé des tonnes et des tonnes de ces nouveaux designs, de plein de dessins. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à créer des petites histoires, des petites scénettes entre ces robots, et de ça est sortie une vraie histoire que je pouvais présenter devant un éditeur. Et j'ai fini par faire la BD qui en résulte. Et du coup, est-ce que tu as pensé la série complète ou tu étais parti avec un premier volume en disant je présente ce premier volume à l'éditeur et s'il est accroché, je m'attaque à la suite? Oui, du coup, je savais où je pouvais finir en tout cas. Enfin, je me disais, est-ce que je peux cutter pour que ce soit plus court ou est-ce que je fais un one shot, est-ce que je fais une série mais très longue. Du coup, j'ai prévu un peu toutes les possibilités Mhm. et au final, il en est sorti la mini-série qui sera en 4 tomes et avec suffisamment de matière pour qu'on s'amuse en même temps, il y aura une vraie fin qui conclura cet arc au moins. Ouais, c'est-à-dire que toi, à la fin, tu l'as déjà écrite, tu sais déjà où ça va, mais tu te laisses des marges de liberté entre les volumes pour te surprendre un peu. Oui, c'est ça, je sais où ils vont, mais je me laisse le choix du trajet, quoi. Si je veux qu'il y ait plus d'action, je les ferai passer par autre part. Si je veux que ce soit très posé, je sais comment faire une ambiance calme et quel chemin ils vont devoir prendre. Ouais. Mais du coup, je me laisse un peu de liberté, suivant mon mood, suivant ce que j'ai envie de dessiner, ou même au gré d'un voyage, une nouvelle idée, un nouveau décor que je vais exploiter. Je laisse pas mal de liberté à mes personnages et à moi-même pour le dessin, quoi. Et du coup, vous avez pu le voir un peu dans le trailer en intro et là dans les planches que je passe à l'écran. C'est à la fois de la SF, mais qui est planqué dans un monde médiéval, façon Japon d'Edo. Mais il y a aussi un côté post-apo dans le graphisme avec tout ce paysage corrompu, un peu détruit, retour à la nature. Est-ce que tu as beaucoup cherché le ton juste et l'approche graphique pour arriver entre ces trois points? Oui, parce que d'accord, j'avais beaucoup exploité ce genre de décor dans mes travaux personnels et puis au fur et à mesure justement de mes voyages, un voyage au Japon qu'on a fait, j'ai pu voir un petit peu à quoi ressemblait la vraie végétation japonaise, justement dans des sanctuaires ou des lieux qu'on croit laisser à l'abandon, mais en fait juste on laisse sa place à la nature. Et du coup, j'aimais beaucoup cette espèce d'équilibre et du coup, je voulais le restituer dans ma BD, montrer que si les humains partent, ça reste beau, on voit toujours de l'architecture, mais il y a juste de la végétation en plus, quoi. Et du coup, cette idée de le placer dans le Japon, c'est un voyage donc que tu as fait, mais le voyage était avant ou tu as fait un voyage exprès avec l'idée de faire des recherches, de te documenter? Oui, l'idée de faire des recherches était un genre de prétexte, ça justifiait d'aller au Japon, c'était un rêve de gosse d'y aller, j'ai pu rentabiliser ce voyage en me disant que c'était pour la BD, mais en vrai, c'était pour moi. Et du coup, tu as fait pas mal de carnets, tu en as publié pas mal sur les réseaux, là j'en mets un petit peu à l'écran. Tu t'es beaucoup servi de ces carnets ou tu as recomposé un peu tout ton univers graphique à partir de ton histoire? Bon, un peu des deux, j'ai vraiment dans mes carnets, des fois j'exagère certains pour être sûr de les restituer tels quels dans la BD. D'autres choses, même d'après photo, des fois je reprends tel quel.
j'ai vraiment de ce voyage, j'en ai ressorti des décors que je pouvais vraiment mettre tel quel dans la BD et d'autres trucs qu'il fallait vachement réinterpréter parce que ça aurait été d'une trop compliqué à dessiner et de deux pas très agréable à l'œil. Parce que s'il y a un truc trop réaliste au milieu d'un dessin un peu plus cartoony, ça marche pas trop, c'est pas très agréable. Et du coup, dans cette histoire, les robots ne parlent pas mais communiquent par gestes, ce qui les rend assez expressifs. Est-ce qu'ils étaient tout de suite muets dans ta tête ou t'as bossé comme ça avec l'idée de les designer, de les améliorer? Oui, bah, en vrai, comme c'était ma première BD, j'étais pas forcément hyper à l'aise avec les dialogues et du coup j'ai trouvé ce prétexte pour faire en sorte qu'il y ait le moins de dialogue possible et puis ça me permettait aussi de m'éclater un peu plus en termes de dessin, en termes d'expression, trouver des petites mimiques, trouver des petits hochements d'épaule, des petites inclinaisons de tête qui permettaient d'être en fait encore plus expressif que si je faisais parler mes personnages. Et du coup, pour créer un peu ces robots, est-ce que t'as regardé beaucoup de films ou tu t'es documenté? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais essayer de trouver des attitudes de robots, comment ils vont bouger, comment ils vont marcher? Moi, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches, je consomme quasiment que ça, Ok. de Star Wars, Terminator, dès qu'il y a des robots dedans ou même dans des animés, je fonce direct. Donc en fait, ça a été plus déglutir un peu tout ce que j'avais déjà vu plutôt que de faire des recherches. Au contraire, depuis que je fais de la BD, j'essaye d'emmagasiner un peu moins d'informations extérieures, un peu moins de pop culture pour essayer de créer un peu la mienne, que Mhm. ça ressemble pas trop à, à un plagiat ou des trop grosses inspirations. Donc maintenant, j'essaye un peu de tracer ma voie pour être le moins proche de quelque chose de déjà existant. Et justement, quand tu crées ces persos, qu'ils soient robots ou humains, est-ce que tu fais beaucoup de recherches? Est-ce que tu travailles les backstories? Comment tu bosses en fait pour créer ces héros? Bah, c'est un peu. D'abord, je pars d'une structure de robot un peu vierge. Ensuite, suivant comment je l'habille, ça lui crée un peu une fonction. Si c'est un robot un peu plus baraqué, on se dit, bon, bah, c'est un combattant. S'il est un peu plus effilé, on se dit que lui, il est peut-être un peu plus acrobate, un peu plus archer. Du coup, je me laisse aller un peu au dessin et en fonction de ce qu'il en sort, je lui trouve une fonction dans la narration et je l'habille en conséquence, quoi. Du coup, On- ça vient un peu tout seul. J'ai pas besoin de faire beaucoup de recherches. En général, ouais, je passe mon temps vraiment à faire des nouveaux designs de robots. Du coup, dès que j'en ai un qui me plaît, je le prends, je le mets dans la BD. Et c'est, c'est- c'est vraiment un transfert assez simple. Et est-ce que en écrivant les volumes, là, donc tu es déjà au volume 2 qui vient juste de sortir, est-ce que les personnages te surprennent? Est-ce que t'es allé dans des directions que tu n'aurais pas imaginées en arrivant avec ton scénario du premier volume chez un éditeur? Bah, pour les robots, j'ai toujours été un peu carré. Je voulais vraiment que ce soit des héros. C'est plus le petit où je lui donne un certain caractère. Dans le un, il est très peureux, il n'est pas du tout ce qu'on attend d'un personnage principal. Et dans le 2, je lui donne un caractère un peu plus bougon, un peu plus caractériel, justement, où il n'est pas forcément hyper agréable à vivre. Et c'est plutôt le petit, en fait, avec lequel je m'amuse un petit peu à créer des situations un peu plus malaisantes, où le petit a maintenant des envies, des besoins, et justement, les robots peuvent vraiment plus y répondre. Donc, ça crée une sorte de malaise, une sorte de distance en plus affective entre ces robots. Et c'est quelque chose que je voulais exploiter de plus en plus. Et justement, il y a Alain dans les commentaires qui demande est-ce que tu peux parler un peu de Hiro, un peu de ce personnage d'humain au milieu des robots? J'ai essayé de l'écrire de manière pas forcément réaliste, mais dans ma tête, les robots, je les écrivais, je savais ce qu'ils allaient faire, et le personnage d'Hiro, je l'ai un peu mis au milieu de tout ça, et je réfléchissais beaucoup à qu'est-ce qu'il ferait en vrai. Est-ce qu'il aurait peur? Est-ce qu'il foncerait face au danger? Et du coup, j'ai beaucoup travaillé ce truc-là où je me suis dit, non, là, en vrai, aucun enfant courrait un sabre à la main, il aurait trop peur, au dernier moment, il lâcherait tout et il se planquerait. Et du coup, c'est ce que j'ai vraiment voulu faire dans le tome 1 au moins, il y a pas mal de moments où il est prostré et il pleure. Parce que pour moi, ce qu'un enfant normal ferait. Je voulais pas créer un héros forcément. Je voulais juste que ce soit un personnage principal, mais qui soit attachant, mais qui soit pas non plus le Deus Ex Machina de chaque scène, quoi. Mhm. Et c'est marrant parce qu'il a il y a un côté jouissif, il contrôle les robots, il s'aperçoit qu'il a un poids vis-à-vis d'eux, mais il y a aussi d'autres références, parce que là ça me fait penser aux jeux vidéo, mais il y a aussi d'autres références à la BD, puisque Hiro lit des épisodes de La Rage du Ronin Vert,
Est-ce que ça, l'idée de mettre de la BD dans de la BD, c'était une envie que tu avais depuis le début? C'est pour rendre hommage? Comment c'est venu cette idée? Bah, c'est tout simplement, moi je l'écris un peu comme moi en fait, je me suis juste rajeuni et je me suis dit vers quoi un enfant irait direct. Du coup j'ai fait bon bah faut l'occuper pendant cette scène, moi pour m'occuper il faut me filer une BD donc je l'ai un peu fait comme ça. C'est un collectionneur compulsif, il va récupérer des trucs, il va avoir besoin de lire, il va avoir besoin de s'échapper aussi donc du coup je lui ai fait aimer les BD quoi. Et du coup, comment tu travailles sur cette BD? T'écris le scénario d'un bloc et après tu passes au dessin, ou alors est-ce que tu travailles en dessinant, en faisant des storyboards? Comment tu travailles en fait sur ce projet? Et ben j'ai beaucoup changé de technique parce qu'en fait pour le tome 1 c'était ma toute première BD, j'ai essayé d'être très académique où j'ai écrit un synopsis, un scénario, ensuite j'ai fait un storyboard, ensuite j'ai fait mes crayonnés, ensuite j'ai fait mon ancrage, du coup je suis allé vraiment dans le bon ordre et je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure solution pour moi. Moi je suis très visuel, du coup la phase d'écriture de scénario est plus laborieuse qu'autre chose parce que j'ai pas mal changé d'avis en fonction justement d'un voyage, de scènes que je me suis imaginé un peu au dernier moment. Du coup, maintenant, je bosse plus sur un storyboard directement, Ok. très refait, très crayonné, mais au moins, je vois un peu plus comment est construite la page plutôt que vers quoi on va. Du coup, j'ai un peu changé de technique, et même là, pour le tome 3, j'essaye de un peu moins crayonner, passer directement à l'ancrage pour avoir un peu plus de matière dans mon trait, un peu plus, de pouvoir un peu plus me lâcher sur les décors, parce que du coup c'est toujours un peu laborieux quand on a bien fait ses crayonnés de devoir tout repasser méticuleusement. Du coup là j'ai essayé de trouver une nouvelle technique où je peux m'éclater directement sur mon ancrage et justement sauter un peu des étapes qui me paraissaient un peu contraignantes à mon niveau. Et justement sur le graphisme, il y a Maxence qui te demande, c'est un métissage entre comics, BD belge et manga. Est-ce que ce métissage de genre était volontaire? Est-ce que tu avais vraiment l'envie de syncrétiser ça? Alors bah oui exactement, moi je suis j'ai toujours consommé des mangas depuis que je suis petit, depuis que je suis ado, je consomme des comics. Et on va dire que c'est seulement maintenant que je commence un peu à lire du franco-belge. C'est vraiment pas dans ma culture à la base. Et en fait, c'est au moment où il a fallu faire une BD, j'ai un peu tout mixé. Et c'est cette façon de découper, cette façon d'ancrer qu'on est sorti, qui est vraiment le mix entre toutes ces disciplines. C'est pas forcément une intention première, mais Mhm. juste une sorte de résultat naturel qui s'est passé. Après, moi, les BD qui m'ont donné envie de faire de la BD franco-belge, pas forcément du manga, c'est plus bah, justement Run, Mutafoukaz, Bastien Vives avec Last Man. Mhm. C'est une sorte de BD qui sont un peu des mix entre plusieurs cultures, plusieurs genres. C'est ce qui m'a un peu décomplexé de m'y mettre. Donc forcément, au moment où j'ai réalisé mes premières planches, c'est ce mix qui sortait hyper naturellement et de manière hyper fluide. Et justement, tu mentionnes Run, c'était l'invité du live de la semaine dernière, et il disait que c'était un regret de ne pas avoir pu t'éditer. Alors comment tu Ah, t'es c'est vrai. ouais, comment tu t'es retrouvé chez Dargo et comment ça se passe pour un jeune auteur qui arrive avec un premier projet? Eh ben, c'est tout simple. J'ai fait un gros dossier béton et je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition. En général, toutes les maisons d'édition ont un site internet, enfin une page dédiée au dépôt de projet. Donc en fait, faut jamais hésiter. Mhm. Ils lisent, ils lisent vraiment les projets. Donc j'ai vraiment blindé mon dossier. Et en fait, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition dans un premier temps. J'ai eu plusieurs réponses favorables, mais qui prenaient un peu de temps. Et j'ai fait un deuxième jet avec plus de maisons d'édition. En fait, Dargo a répondu très rapidement et très favorablement et j'ai signé dans la foulée, je crois, parce que ça se passait trop bien chez eux. Et du, Donc, et du coup, Yojimbot, c'était ouais. ton premier projet ou tu avais d'autres projets sous le coude que tu proposais ou même tu t'es dit non, je me focalise sur celui-là? Oui, non, Yujimbot, c'était vraiment le seul projet qui me paraissait faisable avec mon niveau de dessin, avec mon niveau de narration. J'avais forcément, j'ai plein d'autres idées, plein d'autres envies, mais techniquement et narrativement, je suis pas encore au point. Donc en fait, ça, c'était vraiment l'exercice parfait pour commencer, pour pouvoir m'éclater, évoluer, et puis et justement pouvoir au fur et à mesure apprendre de nouvelles choses,
comment écrire. Justement, je disais que pour le tome 1, j'étais pas forcément à l'aise avec les dialogues. Pour le tome 2, ça s'améliore. Pour le tome 3, maintenant c'est évident. Et Yojimbot, c'était vraiment la porte d'entrée parfaite pour moi pour entrer dans la BD, quoi. Et du coup, comment ça se passe alors avec ton éditeur? Tu lui soumets le synopsis ou le storyboard et après vous faites un ping-pong ou alors il te propose des idées? Comment ça marche en fait le travail avec lui? Moi, j'ai pris beaucoup de temps vraiment pour écrire. Donc, en fait, quand je suis arrivé, le scénario était tout fait. J'avais quasiment storyboardé la moitié de l'album. Donc, en fait, ça a été plutôt évident. C'est plus justement pour les textes qu'il y a eu pas mal de retouches. Ouais. Mais à la fin du projet, en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'allers-retours à faire. Le projet lui a plu tel quel et il y a vraiment eu peu de modifications. Et juste des séquences, des fois, qu'on a un peu raccourcies, qu'on a un peu décalées ou déplacées. Mhm. Je crois que vraiment le plus gros changement sur le tome 1, c'est des pages qu'on a supprimées pour que le tome s'arrête à un endroit particulier. Parce que moi, je faisais en sorte qu'il y ait une autre séquence qu'on voit dans le 2, mais ça a été juste, ça permet d'avoir une fin un peu plus abrupte pour le 1. Donc c'est le seul gros changement qu'on a fait en vrai. Et tu as une question d'Elias qui dit qu'il a adoré et il te demande si tu aimerais le faire éditer au Japon et si tu penses que c'est faisable. Alors techniquement c'est faisable, mais économiquement, ils ont vraiment pas besoin de ma BD pour évoquer ce genre de sujet. Ils ont déjà tout ce qu'il faut, il me semble. Ils sont pas forcément hyper consommateurs de BD occidentales. Même les gros blockbusters, comme justement quand je suis allé au Japon, j'étais étonné de voir vraiment très 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 peu de BD occidentales. Vraiment, même les gros Marvel, les Big Two, c'est un microscopique rayon, il y en a 2 exemplaires de chaque. Donc vraiment, c'est pas trop leur cam, je pense. Même si ça fait très Japon, ma BD, je suis pas sûr que ça les touche. Ouais, c'est pas prévu pour l'instant alors du coup. Non, non, c'est pas prévu. Et Arnaud te demande, est-ce que tu sais donc en combien de tomes ça sera décliné? Donc tu as un peu répondu tout à l'heure. Ça sera 4, mais tu as parlé de 4 cycle tomes. peut-être? Pardon? Tu as parlé de J'ai pas cycle? entendu. Tu as parlé de cycle par contre? J'ai pas parlé de cycle, j'ai dit d'arc. D'accord, pardon. Mon arc narratif avec lequel j'ai commencé se finira au bout de 4 tomes, mais on va dire l'univers continuera d'évoluer. Je sais pas, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, peut-être que je ferai en sorte que quelqu'un d'autre y revienne, mais moi en tout cas, je sais que je finirai l'histoire que j'ai commencé au tome 1, au tome 4, et après on verra. Mais je vais pas étirer la narration plus Ok. que ça. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un arc qui va se conclure. Ça peut être l'arc total de Yojimbot, mais en tout cas, l'univers existera toujours après. Et du coup, est-ce que quand parce que là, donc, as fini le tome 2 qui vient de sortir ici, tu as attaqué le tome 3, est-ce que tu penses Ouais. aussi à d'autres projets où tu es vraiment focus sur Yojimbot? Non, pour le moment, je suis focus sur Yojimbot parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. C'est quand même un projet de 150 pages, 140, 150 pages. C'est beaucoup de temps d'écriture, beaucoup de temps de dessin, beaucoup de temps d'ancrage. Je peux pas me permettre en fait. Si je veux garder le même rythme d'à peu près une BD par an, Ouais. je peux pas me permettre de ralentir et de me mettre sur autre chose. J'écris d'autres petites choses, mais je m'y mets pas vraiment pour le moment. Et tu as Mais une ça me question. permet Ouais. justement de mûrir d'autres projets aussi. Ça, c'est le côté positif, c'est que là pour le moment, je suis sur des rails avec Yojimbat, et puis Mhm. du coup, j'ai des petites bribes de scénarios qui s'accumulent et qui me permettent des petites graines que je plante, et puis je vois ce qu'elles donneront peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Mais je me laisse de la place pour un jour y revenir ou les concrétiser. Et Rico te pose une question sur la couleur. Comment s'est passée la collaboration avec Nori? Est-ce que c'est très cohérent votre collaboration finalement? Oui, oui, oui. En fait, Dargo m'a laissé le choix enfin, m'a laissé choisir un ou une coloriste. Je suis arrivé avec une shortlist et en fait, elle est vachement sortie du lot entre ce qu'elle a déjà fait, sa disponibilité et du coup, on a vite matché parce que on lui a envoyé quelques pages test et en fait, au bout de 2 retours, on avait déjà la gamme de couleurs, on avait déjà tout ce qu'il fallait pour avancer et là, au fur et à mesure, il y a de moins en moins d'allers-retours. Pour le tome 2, enfin, toute la fin de l'album, je crois, on n'a quasiment pas échangé tellement Ok. c'était évident, quoi.
Et du coup, est-ce que dans le premier volume, vous avez échangé sur des ambiances, sur des tonalités? Est-ce qu'il y a une gamme de couleurs restreinte? Comment vous avez bossé? Oui, moi il y avait pas mal de choses que je voulais pas surtout. Mhm. J'étais arrivé avec un petit cahier des charges, je voulais pas de dégradé numérique, Ouais. je voulais pas de blanc. J'aime pas quand il y a du blanc dans une case, à part pour les bulles. Du coup, je suis arrivé avec quelques petites exigences, mais ça lui allait très bien. Elle s'y est vite mis, elle a vite lâché les chevaux sur le rose, Ouais. les couleurs hyper faciles et des choses que j'utilisais déjà, mais elle a poussé les potards au max et en fait, elle sort des planches magnifiques qui changent toute l'ambiance de l'album et c'est pour le mieux en vrai. Et est-ce que tu peux parler aussi de l'utilisation des trames? Alors, c'est toi ou c'est elle qui travaille sur les trames? Parce que pas mal de planches sont tramées, il y a pas mal de choses avec des tramages différents. Ouais, bah moi des fois je lui envoie des ambiances que je fais, du coup je mets souvent de la trame, mais elle l'utilise plus pour des dégradés en fait. Justement, comme j'ai dit que je voulais pas de dégradés numériques, bah, elle utilise des fois juste une brush qui fait des stries et qui permet de passer d'une couleur à l'autre. Et des fois, on utilise la trame pour faire cette transition d'une couleur à une autre. Et en fait, comme elle a vu que dans mon imaginaire, de toute façon, je l'utilisais vraiment beaucoup, elle l'a fait assez naturellement. Ça a été un peu plus dur de le faire passer à mon éditeur. Lui a eu un peu plus de mal avec, mais au final, le résultat est là. Et en vrai, sur le papier offset, ça disparaît un petit peu, c'est très léger, c'est pas une trame manga, quoi. C'est de la trame qui permet justement de, de, de- d'alléger les couleurs, d'alléger les transitions, en fait. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très utile. Ouais, ça ressort super bien. Moi, je suis assez d'accord et je pense que Rico aussi, qui disait que la mise en couleur était incroyable, l'est aussi. Je te propose qu'on passe une petite vidéo. Tu nous as envoyé une vidéo de la mise en couleur de la couverture. Donc, Ouais, il va y avoir une petite coupure d'une seconde sur le son et après, on peut continuer à discuter pendant la vidéo. Alors, je lance ça tout de suite. ça marche. Oui, sur iPad Pro via le logiciel Procreate. Et du coup, justement, là, j'avais beaucoup de mal, moi, au numérique, de faire des crayonnés. J'arrive très facilement à ancrer, il n'y a pas de souci, mais les crayonnés sont très laborieux. Et justement, on voit que c'est tout un défi de composer une image, justement. Parce que généralement, on zoome un peu trop quand on est au numérique et ça fait des personnages un peu trop décalés les uns par rapport aux autres. Donc ça a été un vrai challenge de vraiment réussir ce genre de composition pour moi au numérique, parce que le tome 1, je l'ai fait sur papier. Ouais, ouais. Et au deuxième, en fait, à cause du Covid, à cause du fait que je pouvais plus échanger aussi facilement avec Dargo, parce que d'habitude je faisais des planches. J'allais chez Dargo, je les déposais, il les scannait, il me faisait un retour de fichier. Et en fait, maintenant, je pouvais plus faire ça, parce qu'il y avait déjà plus personne chez Dargo, tout le monde était en télétravail, je pouvais pas me déplacer facilement, donc en fait il a fallu vite trouver une solution. Sinon le tome aurait pris 2 ans. Donc je me suis mis au milieu en fait au numérique, mais c'est pour le mieux. Maintenant je suis vraiment plus à l'aise avec, et puis justement avec les robots c'est beaucoup plus simple de tracer des lignes droites, de réussir des choses plus des plus grosses compositions. Elles sont plus évidentes au numérique, elles sont plus faciles à gérer, enfin ça vous permet de faire des choses beaucoup plus fines aussi, en termes de détails, en termes de compos, en termes de décaler deux, trois personnages au besoin. Ça évite de se contenter de son premier jet. Ouais, mais c'est ce que je dis, c'est que moi, vraiment, le numérique me permet de faire de plus belles images, mais elle me prend 2 fois plus de temps, parce que ce que je dis souvent, c'est que en fait, au numérique, on peut faire le trait parfait. Donc on va le chercher, quoi qu'il arrive, on va refaire, on va revenir en arrière, refaire, revenir en arrière jusqu'à ce qu'on le trouve. Et en fait, ça nous fait perdre un temps de monstre, qui est pas forcément pour le mieux en termes de sortie d'album, mais au moins on est très satisfait à la fin en général de ce qu'on a produit, quoi.
Non, non, je suis parti direct. Bah, je sais plus ce qu'on voit exactement, mais à la base, je fais vraiment des gros bonhommes patates. Au fur et à mesure, je les affine, je repasse un petit coup derrière, et après, je prends un effet crayon de papier. Et je travaille de manière un peu plus fine, un peu plus pour améliorer les drapés. Maintenant, j'arrive à y aller justement, ce que je dis sur le tome 3, j'arrive à y aller un peu plus directement sur l'ancrage, avoir besoin d'un peu moins de place, un peu moins de calque pour faire vraiment une page de bout en bout, quoi. Non, on n'en a pas encore vraiment parlé, on essaye de le faire au plus vite forcément, mais compte tenu euh, on va dire des conditions de sortie du 2 où je suis un peu plus pris par des dédicaces, jusqu'à fin mars je suis en dédicace tous les week-ends, donc il y aura un petit décalage naturel qui va se produire, je pense, en termes de date de sortie, mais pour le moment rien n'est fait, rien n'est acté, donc ça se trouve ça ira beaucoup plus vite, ou ça prendra 2 fois plus de temps, donc je sais pas encore, là c'est le grand inconnu, c'est la date de sortie du 3, pardon. Ça commence très tard. Je suis pas du tout du matin. Et moi, généralement, j'arrive au travail vers 11 heures, le temps de manger et tout. Je m'y mets vers 14 heures. Mais je travaille plus le soir, même la nuit. Par contre, je fais un couche très tard et j'aime bien dessiner devant une série à pas d'heure. Il n'y a pas vraiment de journée type. J'aime bien me balader, j'aime bien me promener. Justement, maintenant que je travaille sur iPad Pro, de temps en temps, je m'octroie une petite soirée dans un bar où je fais que dessiner, des choses comme ça. Donc, et c'est pas encore très protocolaire, mais il y a des trois choses qui commencent à se mettre en place, des petites habitudes, des petites mimiques que j'ai de fin de journée où là, d'un coup, je m'y mets vraiment. Au moment où je suis censé partir de l'atelier, je m'y mets un gros coup et je reste 2 heures de plus à avancer. Généralement, c'est quand il faut pas que je sois le plus productif. Donc, j'essaye de me frustrer au maximum pour avoir envie de dessiner. Du coup, je passe mes matinées à me promener, à aller courir, à faire un peu de sport. Mais du coup, il faut que je me frustre pour m'y mettre, quoi. Oui, oui, j'ai toujours des petits carnets sur moi j'ai toujours de quoi dessiner sur à peu près deux trois médiums, toujours sur moi, des feuilles volantes, un petit carnet, ma tablette. Ça me permet suivant mon envie, suivant mon humeur, si je veux faire des décors à la plume, bah, enfin, au stylo, j'ai un petit carnet pour ça. Si je veux vraiment faire un brouillon à l'arrache, des feuilles et des crayons de papier. Et si je veux faire un truc très produit, très définitif, je me mets directement sur ma tablette. Donc, j'ai un peu toujours tout ce qu'il faut. Ça me paraissait assez évident, mais après, moi, j'avais déjà un parti pris dans le tome 1, c'est que je voulais qu'on découvre rien si le personnage principal le découvre pas. J'ai fait en sorte d'avoir le moins de personnages qui parlent à l'exception de Hiro. Je voulais faire en sorte que si Hiro n'est pas présent, il sait pas de quoi on parle. Mhm. Et le lecteur ne le découvrira pas non plus. Donc j'essaye de faire en sorte à chaque fois de faire avancer l'histoire que quand Hiro est présent et que quand les personnages principaux sont là et veulent en savoir plus. Du coup, c'est pour ça qu'au début, on avait pas mal discuté avec mon éditeur de placer un décor, de placer un petit cartel qui dit Japon, telle époque, Ouais. où justement, à un moment, je me demandais même si j'allais pas mettre les pensées des personnages, mais ça faisait trop, ça faisait pas naturel, ça faisait trop explicatif, et je me suis dit, mieux vaut jouer la narration par l'image, qu'on comprenne des choses, nous, en tant que lecteurs, et qu'on se dise que le personnage doit s'en douter, vu que ça fait partie des décors, et qu'au moment où il doit le savoir quelque chose, le lecteur le sait aussi. Mhm. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours mon idée, ça a toujours été la même depuis les premières esquisses sur ce qui se passe autour des personnages, mais j'ai rien changé pour le moment.
mais les personnages principaux le savent pas, quoi. Et le lecteur non plus, du coup. Oui, c'est ça. Et est-ce que du coup, quand tu as fait des séances de dédicace pour présenter le premier volume, est-ce que tu as eu beaucoup de retours là-dessus? Est-ce que tu en as discuté un petit peu avec tes lecteurs? Oui, 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 on m'en parle un petit peu. On va dire, les gens me le reprochent un petit peu sur le tome 1. Après, sur le tome 2, je rattrape un peu le coup, mais me reprochent un petit peu qu'on n'en sait pas beaucoup sur l'univers, pas beaucoup sur les méchants. Et moi, j'essaie de l'expliquer à chaque fois que on va dire que c'est un parti pris, mais c'est vrai que certaines personnes sont habituées à d'autres choses, donc je peux le comprendre aussi. Moi, je voulais l'écrire de cette façon-là, que ce soit vraiment une exploration, quoi. Pour le tome 1, on voit au travers d'un petit trou de souris, et puis au fur et à mesure, l'univers explose un peu plus. Puis je voulais aussi attendre d'être plus à l'aise avec la narration pour justement évoquer certaines choses, pour éviter des faux pas, éviter des maladresses. Donc voilà, c'est un mélange entre un parti pris, des contraintes et une envie profonde de raconter mon histoire d'une certaine façon. Tu as Maxence qui te demande si les Big Two te contactaient, tu aimerais bosser sur quel perso d'ici ou Marvel? Forcément Batman. Ce sera une énième histoire de Batman, mais moi ce serait Batman direct. Depuis que Batman. je suis petit, moi je suis né en 89, l'année de sortie de celui de Burton, et puis j'ai grandi avec Animated Series, moi ça fait partie de. Voilà, sur mon bureau j'ai plein de figurines Batman, donc vraiment je peux pas le cacher, quoi, c'est Batman. C'est Batman et puis c'est tout. Bon, ce sera peut-être possible, il y a une gamme d'auteurs français qui vont bosser sur Batman, visiblement. Donc, D'abord ils m'ont pas appelé. pourquoi pas, dans le futur. Il y a Rico qui pose une autre question. Tu parles d'un atelier, tu ne bosses pas chez toi, tu es dans un atelier avec d'autres personnes. Donc oui, tu es dans Oui, l'atelier oui. là. Bah, du coup, le tome 1, je l'ai fait à moitié chez moi et à moitié en atelier. Mais ça a été le jour et la nuit vraiment entre travailler chez soi. Vite, on a des très mauvaises habitudes. Des bonnes et des mauvaises, on travaille plus, mais on travaille mal, on pose son plat Picard sur sa planche, on fait un peu tout et n'importe quoi, alors qu'en atelier, on va dire là, il y a une vraie routine qui se met en place. Il y a que notre matériel, beaucoup de matériel de travail. On a un peu moins à déplacer des affaires de notre vie courante pour justement se mettre au boulot. Donc en plus moi je suis un jeune auteur, donc je suis dans un petit appartement à Montreuil, donc pas forcément l'idéal pour faire des grandes planches en A3. Du coup l'atelier s'est un peu imposé à un moment pour vraiment travailler dans de meilleures conditions et créer une sorte d'élan un peu plus professionnel, justement parce qu'on travaille avec des pros autour, on a envie de l'être soi-même. Donc, c'est une belle motivation et puis ça fait aussi d'autres personnes avec qui montrer son travail et ça permet d'évoluer beaucoup plus vite, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu échanges beaucoup avec tes collègues d'atelier? Oui, oui, on se montre nos projets quand on est vraiment bloqué ou quand on est très satisfait de quelque chose. Ça permet des fois de réorienter ou de remettre les pieds sur terre quand on croit qu'on est content d'un truc et qu'on le montre et qu'on lui fait une petite critique. Ouais. Ça permet un peu de redresser la barre, quoi. Et du coup, il y a un truc que je voulais te demander aussi, quand tu es arrivé avec ce premier projet chez Dargo, tu as proposé aussi une série de webtoons, Yojimbot Story, sur la plateforme Webtoon Factory. C'est venu d'où cette idée en fait de faire en plus des épisodes bonus qu'on peut lire en parallèle? Alors ça s'est fait dans l'autre sens en fait, Ok. c'est à Dargo qu'on a proposé de faire des webtoons. Ouais. Et en fait, comme j'arrivais avec mon projet qui avait un univers, beaucoup de personnages, ils m'ont proposé de me mettre sur un webtoon en plus de Yojibot. Et moi j'ai trouvé l'expérience vraiment très chouette, très laborieuse et chronophage, mais vraiment très chouette. Parce qu'en plus, comme je découvrais un petit peu la narration séquentielle pour de la BD, c'était marrant de s'y mettre, de me mettre sur un autre médium qui demandait complètement autre chose en fait. Parce que du coup, les webtoons, c'est du scrolling vertical. Et en fait, ça m'a fait penser les pages complètement autrement et ça me rendait un peu bipolaire justement sur des idées de mise en scène. Mais du coup, dès que j'avais une idée verticale, je la collais dans le webtoon. Dès que j'avais une idée horizontale, je la mettais dans la BD. Du coup, il y a pas mal de ponts et de passerelles qui se sont faites comme ça. Je me suis bien éclaté sur cette expérience-là. Mais parce que du coup, tu les bossais vraiment en parallèle, tu bossais des séquences sur la BD et après tout d'un coup, tu te mettais à un épisode webtoon?
Oui, c'est ça. Au début, j'ai essayé de prendre de l'avance sur le webtoon, mais en plus, on a dû mettre en pause parce qu'au fur et à mesure de l'écriture, en fait, ça rattrapait le tome 2. Ok. Du coup, on s'est arrêté à un moment un peu clé pour éviter de spoiler le tome 2, mais oui, je faisais souvent une sorte de ping-pong. Des fois, je faisais tout en même temps. Le matin, je me mettais sur les planches et l'après-midi sur le webtoon. Mais du coup, c'était cool parce que dès que j'avais une idée qui marchait pas en BD, je la mettais dans le webtoon et inversement. Voilà, c'était vraiment très chouette comme expérience. Et tu dis c'était très chouette parce que tu comptes pas en refaire d'autres ou J'ai dit, par contre, c'est vraiment très chronophage Ouais. parce que ça demande de faire tout ce qu'il faut faire pour faire de la BD, de l'écriture, du crayonné, de l'ancrage. Sauf que là, du coup, je dois faire ma couleur, je dois faire le lettrage, je dois faire un webtoon, c'est une longue bande en fait de 60 écrans, l'équivalent de 60 écrans, et il faut le mettre en place. Et c'est vraiment beaucoup de temps parce qu'il faut gérer l'espacement entre les bulles, entre les cases pour que ce soit digeste. Et en fait, ça prend un temps fou que je peux plus me permettre aujourd'hui. Ah, non, là, je t'entends. Tout va bien. Bon, parfait. Bah, j'ai lancé la vidéo de l'illustration du samouraï que tu as faite pour un t-shirt, je crois. Oui, oui, c'est Ma- un t-shirt que je fais euh, avec Victor Druyet qui a une marque de t-shirt. Et du coup, on a fait une campagne Ulule qui a commencé, je crois, semaine dernière. Ouais. Et voilà, c'est un motif que j'avais envie de faire et on s'est bien éclaté à justement produire ce truc-là. Il y a un original aussi, on va faire des sérigraphies avec ce même motif. Je me suis vraiment bien amusé dessus. Donc ça, c'est la campagne qui est en cours donc pour acquérir le t-shirt, hein, c'est ça? Oui, oui, il y a une campagne en cours, c'est limité à 290 exemplaires, donc du coup, il n'y en a pas beaucoup, faut y aller vite. Et du coup, avant qu'on soit coupé, je te demandais par rapport au webtoon, est-ce que tu crois que ça t'a amené des nouveaux lecteurs ou tu penses que c'était les mêmes lecteurs qui lisaient les deux? Je pense qu'il y a plus des gens de la BD qui sont allés vers le webtoon. C'est pas du tout le même genre de lectorat. Parce que justement, le webtoon, c'est un peu un lectorat un peu plus assez jeune, assez friand de choses gratuites ou de contenus qui se lisent vite. Ils sont pas très librairie. Donc, j'ai eu très peu de personnes qui m'ont dit qu'ils ont découvert le webtoon et qui se sont mis à la BD. Et du coup, tu avais fait aussi des trading cards. T'avais fait, en fait, tu as fait pas mal de choses. Est-ce que tu as une appétence spécifique pour les produits dérivés? Comme ça, tu as envie de créer d'autres choses autour de l'univers? Alors, pour les cartes à collectionner, ouais, c'est moi qui ai insisté parce que je suis fan de cartes à collectionner, que ce soit Magic, Yu-Gi-Oh! Ou encore d'autres choses, des joueurs de foot. Moi, j'adore les cartes à collectionner, je suis un féru d'images. Donc, moi, quand j'étais petit et que j'ai découvert les cartes, je me suis toujours dit un jour, j'en ferai moi-même. Ouais. Et en fait, comme en plus Dargo était un peu. savait pas trop quel public viser avec ma BD, quel produit dérivé faire. Ils m'ont demandé un peu mon avis et ce que j'avais envie, et du coup, immédiatement, j'ai dit des cartes à collectionner, et ils l'ont fait. Et je suis très content parce que c'est mes premières cartes à collectionner où je fais les dessins. Donc, ça a été vraiment un rêve de gosse qui s'est réalisé ce jour-là. Et ça, j'en ai affiché une à l'écran, mais donc tu en as fait plusieurs. Et là, tu t'es inspiré de l'iconographie un peu, des estampes japonaises, des choses comme ça. Tu avais des modèles en tête ou t'es parti de ton idée? En fait, tout ça est assez naturel parce que oui, j'adore les estampes, j'adore les, euh, les vues de samouraï de plein pied avec des éclairs dans le fond et tous les Hiroshige, des choses comme ça. Et oui, ça vient très naturellement. Moi, comme je le dis souvent, je régurgite un petit peu tout ce que j'ai emmagasiné comme information. Et pour les cartes à collectionner, c'est arrivé d'un coup et ça me paraissait hyper naturel. Et en fait, c'est a posteriori où je vois toutes mes influences quand je réalise un dessin. C'est pas intentionnel au départ, Ouais. mais ça vient pas de nulle part, quoi. Et ça, justement, c'est quoi un peu tes grosses sources d'inspiration en BD ou pas forcément? Bah, en BD, je l'ai dit tout à l'heure, il y a Ouais. Mutafukaz, il y a aussi pas mal de mangas, il y a Lone Wolf and Cub, je sais pas si tout le monde connaît. Bah, ça ressort en ce moment, donc c'est cool.
Oui, oui, en grosse intégrale chez mince, Panini, Ouais, c'est ça. il me semble. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ouais, ça a été un gros choc graphique, que ce soit le film ou le manga. Ça a été, mais en plus, même pour ma BD, c'est une très grosse source d'inspiration, Lone Wolf and Cub. Ouais. Donc, bah, je l'ai acheté en plus. Je vais pas, je vais pas bouder mon plaisir à le montrer. Attendez, voilà, cette beauté. Voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a inspiré. Et du coup, il y a Maxence qui te demande, tu as parlé de, tu seras en dédicace et que tu vas faire plusieurs choses. Est-ce qu'il y a des villes particulières? Est-ce que tu vas à Angoulême aussi cette année? Oui, bah du coup, je suis sélectionné en Angoulême, du coup, dans la sélection officielle et pour le Fauve des lycéens aussi. Donc, et du coup, je suis obligé. À la base, en plus, ma BD devait sortir pour Angoulême. Elle était, euh, Elle était au planning du 27 janvier. Malheureusement, il y a eu le décalage d'Angoulême et aussi un petit retard dans la fabrication de la BD. Donc, en fait, l'un dans l'autre, tout s'est bien passé. Mais ouais, j'irai, euh, du coup, pas pour la sortie de la BD, mais au moins pour faire des dédicaces et participer à la cérémonie. J'espère monter sur scène, mais pas sûr. Et du coup, dans cette sélection lycéenne, ça me fait penser aussi que la BD, tu disais, on savait pas pour quel public c'était. Et on a l'impression que dans le tome 2 le ton, il se durcit un petit peu. Finalement, il y avait un côté possible à lire pour la jeunesse. C'est en train de se muscler un peu. Est-ce qu'il y a un côté comme ça, plus adulte au fil des volumes? Il y a pas mal de choses que j'ai envie de raconter aussi. Je me suis pas freiné dans le tome 1. Juste, ça s'y prêtait pas. J'ai découpé déjà des gens en deux, en trois dans le tome 1. Mhm. Mais là, c'est vrai que dans le tome 2 on va dire, c'est un peu plus brutal, compte tenu sur quel personnage ça arrive. Mais c'est pas une volonté propre. Moi, en vrai, dans ma façon d'écrire, je laisse un peu les personnages faire. Ouais, J'oriente forcément leur narration, leur trajectoire, mais il y a des scènes qui arrivent assez naturellement. Et en fait, la scène la plus brutale du tome 2, pour moi, c'était genre évident que ça allait finir comme ça. Il fallait créer une coupure. Et puis en plus, j'amorce un peu la brutalité ouais. sur tout le tome 2 où on sent que qu'il y aura un peu plus de sang et que l'enfant pourra pas rester dans un cocon éternellement, quoi. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je te pose cette question, c'est que sans se faire de spoiler, on sent dès les premières pages que ça va monter et qu'on se dit, bon, Oui, le oui. côté un peu découverte et charmant du parc du début est en train de glisser vers un petit côté cauchemar orchestré. Oui, c'est ça. Bah, bon, après, j'aime bien en général, si dans les premières pages, on t'explique un plan qui a l'air bien ficelé, c'est qu'il va foirer à la fin. Donc, c'était évident qu'il allait se passer quelque chose. Mais en fait, cette scène, je la voyais dès le départ. En plus, moi, je vais peut-être pas spoiler, mais j'avais des prétentions dans ce à quoi ressemblerait le personnage à la fin de la narration. Donc, fallait l'amorcer à un moment ou à un autre. Et tu as Yves qui parlait, comme on parlait de produits dérivés, est-ce que tu aurais envie aussi de figurines ou de choses comme ça Ah, bien évidemment. Enfin, Ouais, après, en priorité, c'était les cartes à collectionner. ok. Après, les figurines et après, les serviettes de plage. Et Alain te fait préciser aussi pour les dédicaces, est-ce que tu passeras en Belgique? En Belgique, c'est pas trop prévu pour le moment. Mais je vois du pays. Moi, j'ai jamais autant voyagé de ma vie depuis que je fais de la BD. Je découvre plein de villes. Et en vrai, ouais, j'aimerais beaucoup aller en Belgique. J'aimerais beaucoup aller dans tous les pays frontaliers. J'aimerais bien faire la Suisse aussi. Et si on m'invite, j'y vais. Mais pour le moment, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui se prévoit en Belgique. Ok, et Maxence te demande aussi, en dehors d'Angoulême, est-ce que tu as quelques villes à proposer? Pour mes futures dédicaces, Ouais, oui, je vais être à Rennes la semaine prochaine. Je crois que j'ai pas sous les yeux mes futures destinations, mais après sur mon Instagram, je communique un peu à l'avance en général de ce genre de déplacement et oui, oui, là de toute façon vraiment jusqu'à fin mars, je suis en déplacement donc je vais avoir pas mal de villes à voir.
Tout à l'heure, on parlait du storyboard et tu m'as dit que tu avais aussi avec toi des carnets ou des choses comme ça pour nous montrer comment tu bosses justement les découpages, la mise en scène, parce qu'il y a un côté dans les combats où tout de suite on a l'impression que ça s'agrandit, il y a un focus parce que il y a des moments où ça va très très vite ou des choses comme ça. Comment tu les travailles ces scènes particulièrement? Ben, en fait, je travaille chaque case comme une illustration. Quand c'est un cas comme ça, justement, les moments de combat, c'est beaucoup de crayonnés où je m'amuse avec mes personnages et d'un coup, je trouve un plan qui est parfait pour une scène. Du coup, je le mets sur une planche. Ensuite, j'en mets une autre. Ensuite, je vois les cases qui me manquent pour faire les transitions. Mais j'essaye souvent de passer d'une scène, trouver un plan clé, une scène clé, enfin, que chaque case pour une scène d'action, en tout cas, soit un petit bonbon et que d'une, moi, je m'éclate à la dessiner et que le lecteur se dise, waouh, ça dépote. Du coup, moi, je construis un peu mes planches comme ça, au moins pour les scènes de combat. Et justement, oui, j'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit comme des screenshots d'un film d'action et trouver le cadrage à chaque fois qui me fait kiffer, quoi. Et comme dans le scénario, il y a pas mal de petites révélations ou de choses qu'on peut peut-être deviner en revenant en avant, que quand tu avances dans ton découpage, tu reviens en arrière pour replacer des éléments ou pour dire tiens, je vais mettre un easter egg ici si jamais il devine ou des choses comme ça. Oui, bah ça, généralement, c'est ce qui se passe, on va dire, la, quand je suis sur les 10 dernières pages de l'album. En général, je me retape tout l'album et j'essaye de voir où est-ce que je peux caler ce truc-là, où est-ce que je peux amorcer un soupçon d'idée pour la suite. Là, pour le tome 2, il y a un personnage qui a une arme et j'avais essayé de la caler pour que ce soit un peu discret, qu'on se demande ce que c'est au départ et qu'on se dise pas que ça sorte de nulle part quand ça arrive, quoi. Ouais. Mais du coup, oui, c'est toujours, c'est toujours une sorte de petit cluedo de placer des indices un petit peu en amont pour que quand la révélation arrive, on fasse pas ça sort de nulle part ou c'est du forcing ou c'est un Deus Ex Machina. Faut toujours un petit peu préparer le terrain. Mais du coup, c'est une science, quoi. Faut soit se laisser un créneau à la fin de l'album pour revenir sur toutes les premières planches, soit faut vraiment le prévoir à l'avance quitte à se forcer à pas changer d'avis à la fin. Ouais. Et Et juste, moi, ouais. oui. Non, pardon, je t'ai coupé. Ah, bah, j'ai dit, moi, je préfère le deuxième, enfin, le premier cas où je m'octroie une petite plage horaire pour justement revoir toutes mes planches, revoir euh, le chemin de fer pour me dire est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'il faudrait pas virer des choses parce que c'est trop abrupt ou on le voit trop arriver. Donc ça aussi, c'est un autre truc, parce qu'il y a les éléments à mettre en amont pour qu'on comprenne et des éléments, des fois, à virer parce que c'est obvious, c'est comme si je hurlais au lecteur qu'il va se passer ça. Donc j'essaye un petit peu de faire des petits sacrifices aussi de temps en temps. Et du coup, aussi au niveau du dessin, est-ce que tu fais beaucoup de repentir? Est-ce que tu reviens sur les planches du début vers la fin? Est-ce que tu as du mal à finir ou une fois que c'est fini, t'avances en Alors oui, oui, je reviens pas mal en amont. Des fois, comme je bosse au numérique, des fois je trouve une petite technique ou un truc qui marche mieux en fait sur la fin et du coup je suis obligé de revenir un peu en amont et de retravailler quelques petites planches pour que le tout reste homogène. En fait, c'est toujours le problème de l'homogénéité, c'est que faut éviter qu'il y ait trop de changements entre le début et la fin d'un album, éviter qu'on change de trait ou de morphologie. Il y a des parties pris où des fois, enfin, au fur et à mesure, je préfère dessiner Hiro d'une certaine façon et c'est plus très cohérent avec les premières pages. Du coup, il faut revenir un peu en amont pour retravailler le tout. Même là, si on prend les premières pages du tome 1 et la dernière page du tome 2, le robot principal a changé de morphologie, a une tête un peu plus allongée, un peu plus rond, il a l'air un peu plus dense aussi. Donc, c'est des compromis, c'est des petits sacrifices. Le tout, c'est d'arriver à faire une transition fait? agréable. Mais voilà, faut faire des petites astuces, des petites mimiques de dessin où on se dit, ah, là, je le cache un peu, mais en fait, ça a changé. Et avant ma prochaine question, je rappelle le temps. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble et on est là ensemble pour 1 heure. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser pour les 10 dernières minutes.
Et ma prochaine question, c'était quand on a vu la vidéo sur la couverture, on voit que tu prends une case pour les couleurs, pour retrouver les bonnes couleurs. Ouais. Et tu fais ça aussi pour le dessin, tu reprends en fait des cases en disant bah lui, ah oui, lui je l'avais dessiné comme ça ou des choses comme ça. Oui, il y a des fois, bah, il y a souvent des fois des plans qui reviennent. Par exemple, c'est typique, mais des scènes de dialogue où on dessine juste un visage en très gros et c'est un champ contre champ. Donc en fait, c'est souvent des visages qui reviennent. Du coup, juste pour éviter justement ce qu'on disait tout à l'heure de changer trop les morphologies des personnages, c'est toujours bien de remettre en dessous un calque qu'on avait déjà fait pour justement garder une sorte de cohérence. Parce que le défaut de beaucoup de dessinateurs, moi y compris, c'est que il y a vraiment une différence de dessin quand on dessine un Ouais. personnage tout petit et un personnage très grand sur une image. Donc en fait, des fois, le copier-coller permet justement d'éviter ce genre d'écueil. Mais juste le parti pris, c'est de toujours redessiner. Faut pas faire de copier-coller. Faut refaire un calque et le désopacifier et redessiner par-dessus. Sinon, ça se voit, c'est pas agréable. Et puis même en tant que dessinateur, c'est pas valorisant de juste faire des copier-coller. Et du coup, depuis que tu es passé au numérique, j'ai vu que tu avais aussi une exposition de planches prévue. Du coup, tu as Ouais. dû redessiner des planches. Comment ça s'est passé? Oui, bah ça en fait c'était hyper agréable. J'ai isolé des cases que j'aime beaucoup, dont je suis hyper fier. Et justement, la frustration du numérique, c'est qu'on n'a pas de, c'est qu'on n'a rien matériellement. Et puis là, et on s'est pas amusé avec un stylo. Et on se dit toujours peut-être que j'aurais mieux fait en stylo. Ouais. Et là, ça a été vraiment l'expérience idéale. J'ai pu choisir vraiment les cases que je kiffais le plus sur le deuxième tome et je les ai agrandies. Je les ai toutes refaites et puis je me suis éclaté sur encore plus de détails, des choses qui passent mieux sur dessin papier. Donc ça a été une chouette expérience aussi que je réitérerai dès que je pourrai. Mais ouais, mais ça me permet aussi c'est, d'évacuer ce truc-là de frustration de ne pas avoir fait ces planches sur papier. Ouais. Parce que ça reste une frustration de rien avoir matériellement. Moi qui suis un collectionneur de plein de choses, le numérique, pour moi, c'est pas concevable de collectionner des choses numériquement. Donc j'ai pu un peu exorciser ce truc-là. Et du coup, tu dis que tu avais changé de technique avec le confinement, etc. Et là, tu es parti sur le tome 3, mais est-ce que sur le tome 4, tu vas continuer en numérique ou est-ce que tu vas rechanger après? Non, je pense que je vais continuer au numérique pour Yojimbad parce que j'ai vraiment, enfin, c'est vraiment beaucoup plus pratique sur mais justement la morphologie de mes robots, même pour les draper, je m'amuse beaucoup. À dire, il y a que la végétation où c'est un peu plus laborieux. Mhm. Parce que des fois je vais trop loin dans les détails, des fois je me perds un petit peu moi-même, je fais des gros plans sur trois quatre feuilles en arrière-plan alors que on les voit pas et je foutrais une bulle devant de toute façon. Mais en tout cas pour tout ce qui est personnage, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Vraiment enfin je gagne un temps fou au moins sur les personnages, ce qui me permet d'éviter aussi de me tromper, de devoir gommer des choses sur papier, parce que on va dire mes robots ont tout un tas de détails qui sont très très durs en fait à faire sur papier. Beaucoup de ronds dans des ronds dans des ronds. Par exemple, le robot principal, c'est un long tube. Déjà, il faut faire des traits bien droits pour le faire. Ensuite un rond dans le rond. Ensuite, il a des sortes d'appendices qui sont des ronds en 3D dans lesquels je refais des. Enfin, à chaque fois, c'était un enfer. Je devais revenir en arrière, je devais mettre du typex partout. Et donc ça a été, ça a été une chose en moins à faire. Pour ça, en tout cas, le numérique est tellement plus pratique. Et justement, pour ces visages de robots, ils sont souvent aussi traités avec beaucoup de lumière. Ça, c'est Noiri qui propose aussi avec la couleur, elle joue sur les intensités, sur les effets lumineux, ou tu lui donnes des consignes aussi? On était parti. Maintenant, je lui fais un calque d'ombre en plus pour créer vraiment les ambiances ou les plans. Mhm. Parce que ça, c'est important. Et du coup, non, non, elle a pas mal improvisé aussi de son côté. Elle m'a à chaque fois fait des propositions. Elle a trouvé deux, trois gimmicks aussi qui marchent très bien pour faire de la lumière et que ce soit pas de la lumière numérique. Ouais. Justement, elle a fait le parti pris des fois de coloriser mon trait pour ça donne vraiment une impression de lumière. Donc elle a vraiment fait un travail de ouf dessus, que j'espère va continuer jusqu'à la fin. Oui, parce que du coup, elle est avec toi pour les 4 volumes. Oui, 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 en tout cas, je vais tout faire pour, mais
Mais pour le moment, c'est prévu comme ça, ouais. Ça marche. Et bah, alors ma dernière question, ça sera c'est quoi tes prochaines actus? Du coup, tu l'as un peu dit un peu en filigrane, mais donc tu es à fond sur le tome 3? Je suis à fond sur le tome 3. Il y a la campagne Ulule pour le t-shirt qui est en route. Le webtoon va reprendre. Et je vais beaucoup dédicacer. Enfin, vraiment, pour le moment, c'est le tome 3. Peut-être sur le tome 4, je commencerai à produire quelque chose en parallèle, histoire que deux productions se chevauchent un petit peu Ok. pour créer une transition professionnelle, on va dire. Mais on va dire cette année, en tout cas, de sûr, je suis que sur Yojimbot. Ok. Bah, merci beaucoup Sylvain, on va finir sur ça. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Mais je t'en prie, merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci à tous dans les commentaires d'avoir posé des questions et d'avoir mis des mots très sympas. Il y a beaucoup de mots sympas aussi. Je te les enverrai Sylvain si tu veux après le live. Ah, ça fait plaisir. Même les mots pas sympas, tu peux me les envoyer aussi. Ok, bah vous avez 2 minutes pour mettre des mots pas sympas, le temps de couper. Non, vous forcez pas, vous forcez pas. Si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus, il y a un article à retrouver sur Bubble avec des extraits. Si vous avez loupé le début du live, il y a le replay qui est disponible comme tous les autres lives. Et si vous aimez ces rencontres, jeudi prochain, je reçois Bruno Bessadi qui va nous parler de L'Ogre Lion, un début de nouvelle série chez Et Dracou. c'est et c'est très stylé. Tu l'as lu aussi? Je l'ai feuilleté et c'était sublime. Bon, bah, top, on a adoré aussi, donc on va vous en parler. Et donc rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée à tous. Ciao, merci Thomas. Salut!